on accueille le docteur Truyer qui va donc nous parler de l'immunopète. Je vous remercie pour cette introduction. Donc en effet, je suis le docteur Truyer. Je travaille donc au sein du service hospitalier Frédéric Joliot et notamment au sein donc du laboratoire Biomaps, qui est un laboratoire d'imagerie multimodale à Orsay. Je vais vous présenter les résultats qui ont été obtenus par Alizé Boulot, donc la doctorante qui n'a pas pu venir malheureusement aujourd'hui, sur l'optimisation de ligands pour l'imagerie PDL1 en immunopète pour prédire et pouvoir enfin stratifier les patients selon leur statut PD1 ou PDL1. Donc je vais vous faire une présentation assez rapide en fait, puisque tout a été un peu déjà discuté hier, notamment sur l'importance des immunothérapies et notamment sur les inhibiteurs des points de contrôle comme les anti-PD1 et PDL1 qui ont montré des réponses durables dans le cadre de cancer du poumon non à petites cellules. Mais il existe encore un peu des points sombres sur ces immunothérapies, notamment le fait qu'il y ait en fait une petite population de patients qui répondent. Seulement 20% des patients répondent dans le cadre du cancer, de cancer du poumon non à petites cellules, en plus avec des risques associés de toxicité et des coûts assez importants de la thérapie. Donc ça a été vu hier, je ne vais pas y revenir dessus. Donc je pense qu'on est à peu près tous d'accord de l'importance en fait de trouver des nouveaux biomarqueurs, des nouvelles méthodologies pour mieux prédire et sélectionner les patients qui peuvent répondre au traitement anti-PD1, anti-PDL1. Et notamment un des biomarqueurs qui, je pense, fait foi un peu à l'heure actuelle, c'est PDL1 au niveau de la tumeur, avec ou pas en fait l'infiltration, la mesure de l'infiltration lymphocytaire. Donc l'expression de PDL1 est mesurée en immunohistochimie par les anapathes. Il y a cette technique à démontrer quelques petites limitations et quelques petits problèmes, notamment il y a quelques patients qui ont été sélectionnés positifs alors qu'ils étaient négatifs et ceux qui étaient sélectionnés négatifs qui étaient alors positifs. Tout simplement, cela vient en fait de la procédure qui a été réalisée. L'immunohistochimie est réalisée sur des biopsies qui n'est pas représentative de toute l'évolution ni temporelle ni spatiale de la tumeur, avec une très forte, qui est impossible en fait de refléter toute l'hétérogénéité de cette tumeur. Donc il est important de pouvoir trouver des méthodologies, notamment donc en imagerie, l'imagerie moléculaire, pour pouvoir en fait essayer d'avoir une représentation corps entier de toute l'expression de PDL1 dans toutes les lésions tumorales et d'avoir en fait un score beaucoup plus représentatif de cette hétérogénéité. Et donc nous, ce que nous proposons, c'est d'utiliser donc l'imagerie TEP, la tomographie par émission de positrons, donc en utilisant un isotope radioactif, parce que cette technique remplit en fait toutes ces cases. Ça permet en fait d'avoir une imagerie non invasive, corps entier, en temps réel et hautement quantitative. Et donc l'idée ici, c'est d'utiliser donc un ligand qui permettrait de cibler cette expression, enfin de cibler PDL1 et de pouvoir avoir une représentation, en fait, d'avoir un score en immunohistochimie, mais pour le coup in vivo. Donc l'idée ici, dans le concept d'immunotep, c'est d'utiliser donc un anticorps qui a une très forte affinité, une très forte spécificité pour sa cible, de le radiomarquer avec un isotope radioactif, notamment en conjuguant sur cet anticorps un chélate. L'isotope qui est plutôt utilisé en immunotep, c'est plutôt le zirconium 89, qui a une durée de vie de 3,3 jours, qui permet en fait d'avoir toute la pharmacocinétique de toute la distribution tissulaire de l'anticorps, et en fait de pouvoir après ainsi l'injecter chez le patient et d'imager lorsqu'on a atteint le Cmax. Donc une des études phares en fait dans ce domaine, c'est l'équipe de De Vries à Groningen aux Pays-Bas, où ils ont commencé en fait à faire des études en immunotep pour stratifier les patients avec la tezolizumab radiomarquée au zirconium 89 qu'ils ont injecté. Ils ont pu voir en fait, ils ont pu corréler en fait ici l'expression de PDL1 mesurée par PET, donc le SUV max dans les différentes lésions métastatiques ou primaires, et de pouvoir en fait corréler cette expression de PDL1 avec la réponse au traitement. Et notamment, ils ont pu démontrer ici que plus il y avait une expression de PDL1, plus en fait les traitements étaient positifs. Seulement, cette étude représente quelques limitations, notamment le fait qu'il y a une utilisation d'un anticorps thérapeutique qui n'est pas forcément adapté pour l'imagerie. Et nous, ce qu'on essaie de développer, c'est de pouvoir développer des anticorps qui permettraient de pouvoir avoir une pharmacocinétique adaptée pour l'imagerie, donc avoir une diffusion totale dans la tumeur, avoir un uptake assez important et une clairance plasmatique vraiment très rapide pour avoir un meilleur contraste à des temps assez précoces. Et nous, on nous propose en fait d'utiliser des anticorps, des fragments d'anticorps ou des ligands à base d'anticorps.
Donc on a étudié ce que je vais vous présenter en fait aujourd'hui, 3 types d'anticorps, donc l'anticorps de référence, donc l'IgG. Un anticorps, on a muté en fait, on a réalisé une mutation au niveau donc H310A et H435Q pour pouvoir empêcher l'interaction entre le FC et le FcRn des cellules pour pouvoir en fait ici éviter le recyclage de cet anticorps et donc accélérer son élimination. Et on a étudié donc un FAB, un fragment d'anticorps qui permet en fait de pouvoir être éliminé très rapidement par les reins. Et donc c'est ce qu'on a réalisé dans des modèles précliniques avec donc l'injection de tumeurs qui exprimaient PDL1. On a injecté, on a pu réaliser des images à différents temps et on a pu ici, là c'est une représentation de l'accumulation des différents traceurs dans les tumeurs. Donc ça, ce sont que les images. Les vraies valeurs, en fait, c'est ce qu'on en extrait. C'est tous les volumes d'intérêt. Et donc toute la pharmacocinétique qui est associée derrière. Et donc ici, l'idée, c'est de pouvoir dessiner des régions dans la tumeur et dans les muscles. Et ce qu'on peut voir en fait ici, c'est qu'on a pu déterminer, c'est le T1, le Tmax et le Cmax associés. Notamment donc, pour l'anticorps entier, on avait un Tmax de 50 heures, pour le l'IgG muté 24 heures et puis le FAB 24 heures. Tout en voyant en fait que pour les IG entiers, on avait une accumulation maximale, alors que pour l'anticorps FAB, on avait un peu moins d'accumulation dans la tumeur. On a ensuite analysé la pharmacocinétique plasmatique pour avoir les temps de demi-vie, et on peut voir en fait que pour l'IgG et l'IgG muté, c'est à peu près équivalent, alors que pour les FAB, on voit bien une chute drastique qui permet en fait de pouvoir ici montrer qu'en effet, le FAB est peut-être un bon agent de contraste pour imager de manière assez précoce. On a analysé aussi les différentes accumulations dans les différents organes d'élimination. Donc on voit qu'en fait le FAB s'élimine principalement par le rein, alors que les IgG, que ce soit l'IgG muté et non muté, c'est une élimination typiquement hépatique. Donc on peut voir en fait pour l'IgG muté, par contre, il y a une accumulation assez importante quand même dans le foie par rapport à tous les autres entités. Cela peut s'expliquer par le fait que le foie en fait c'est l'organe d'élimination principal des anticorps. Donc, à partir de ce constat, voilà, on peut dire que voilà, le FAB semble être un bon candidat pour imager de manière précoce. L'IgG muté est un bon candidat aussi pour imager toutes les lésions avec de très faibles expressions de PDL1, sauf au niveau hépatique, ce qui peut être un grand frein. Et on a essayé en fait d'aller aussi plus loin au niveau de la pharmacocinétique, c'est de voir en fait quel est l'impact en fait de la modification de l'anticorps avec cet isotope, avec ce chélate. C'est un peu la question qu'on a tous aussi lorsqu'on utilise les ADC, c'est-à-dire on impacte quand même la surface de l'anticorps et on ne sait pas donc en fait quelle est la distribution de cet anticorps dans l'organisme. Donc là on peut le voir par imagerie, et donc on a surtout en fait pour les petits fragments, on a essayé de regarder quel était l'impact de ce radiomarquage, donc avec le radiomarquage avec le zirconium-89 et le chélate sur une lysine random, et puis un marquage beaucoup plus spécifique en insérant une chaîne peptidique vraiment dans un endroit assez spécifique de l'anticorps. En réalisant en fait une réaction enzymatique, il est possible de le radiomarquer de manière assez spécifique sur une chaîne peptidique donnée. Et on a comparé en fait la pharmacocinétique. On a essayé de comparer l'impact de ces changements en fait, sur la distribution, que ce soit tissulaire et plasmatique. Et donc ce qu'on peut voir en fait ici au niveau des images, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de bruit de fond avec le zirconium-89 qu'avec avec l'anticorps radiomarqué de manière assez spécifique avec le fluor 18. On peut voir aussi au niveau tumoral, par contre, lorsqu'on compare en fait l'expression dans la tumeur versus l'expression dans le muscle, qu'on a très peu de différence entre les deux entités. Par contre, au niveau de la comparaison du ratio entre tumeur sur sang, on peut voir en fait qu'il y a quand même une différence notable entre les deux entités. Ce qui se retrouve en fait d'ailleurs dans la distribution plasmatique, où on peut voir en fait que le T1,5 est quand même largement plus court pour l'anticorps avec le fluor 18 que par rapport à l'anticorps marqué avec le zirconium 89. Donc ça va vraiment à prendre en compte lorsqu'on veut vraiment étudier un anticorps radiomarqué et justement de pouvoir en fait l'adapter après pour l'imagerie. Donc pour conclure ici, j'espère que je vous ai convaincu quand même que l'immunotep permettrait d'avoir en fait du coup une distribution corps entier de la distribution d'un biomarqueur, donc de pouvoir avoir après un scoring qui serait relié à l'efficacité thérapeutique. Que l'IgG entier n'est pas le meilleur format donc pour l'immunotep, et que du coup utiliser des anticorps thérapeutiques, c'est bien pour un premier pas. Par contre, lorsqu'on va vouloir vraiment essayer de pouvoir un peu rendre conventionnelle cette technique d'imagerie, il va falloir développer des anticorps qui soient vraiment spécifiques, pour l'imagerie, en tout cas pour ce qu'on veut voir. Et donc l'idée, c'est d'aller de plus en plus vers une médecine personnalisée. Et donc grâce à l'imagerie TEP, on pourrait en fait arriver à stratifier ces différents patients.
Donc je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à vos questions. Et je remercie le GPCO de nous avoir laissé présenter aussi nos différents résultats. Questions dans la salle ? Vous perdez vraiment beaucoup d'informations. En fait, ça dépend ce qu'on veut faire. Si c'est pour stratifier les patients avec leur expression de PDL1, il faut mieux avoir un anticorps, en fait, une stratégie pour imager en fait, l'expression de PDL1. Après, si on veut voir quelle est la pharmacocinétique de l'anticorps, en effet, on peut radiomarquer l'anticorps, suivre la distribution et de voir en fait, comment cet anticorps en fait, se distribue dans les tissus. Et en effet, ça c'est une information assez essentielle, mais c'est assez, on va dire, ça c'est des phases 1 pour voir comment se distribue l'anticorps. Et en effet, par exemple, pour l'atezolizumab, ils se sont rendus compte que s'ils imageaient le patient avec 100 microgrammes d'anticorps, ils n'avaient pas du tout la même distribution tissulaire lorsqu'ils imageaient avec une injection avec 1 mg. Et donc, du coup, par exemple, le ratio tumeur sur muscle ou tumeur sur sang n'était plus le même. Et donc, ils se sont rendus compte en fait, qu'il y avait des tanks à antigènes qui étaient quand même assez importants dans le cadre de l'atezolizumab, et en fait, qu'il fallait avoir une certaine dose d'injection d'anticorps pour pouvoir atteindre sa cible. Et donc, du coup, il y avait toutes les questions relatives à la toxicité. Mais là, moi, je parle vraiment pour stratifier les patients et puis pour vraiment se dire, voilà, comment on pourrait utiliser l'immunotep pour stratifier et pour avoir un score tel qu'on peut l'avoir avec l'immunohistochimie par ANAPAT. Si vous aviez de signal avec justement de l'immunohistochimie sur les souris. Je n'ai pas présenté parce que du coup c'était assez court. En effet, on analyse par immunohistochimie, par cytométrie en flux pour pouvoir en fait justement avoir le ratio entre ce qui est dans la tumeur et ce qu'on nous on observe par SUV. Et en fait, il y a une très bonne corrélation. On est dans des modes entre l'expression mesurée par immunohistochimie, l'expression mesurée par cytométrie en flux et l'expression mesurée par SUV max. On est vraiment tout corrèle exactement. Par rapport à développement éventuellement ultérieur et l'utilisation en clinique, le zirconium, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui en France pour de l'imagerie? Alors, il y a certains centres qui l'utilisent, notamment à Lille, pour d'autres applications, pas forcément pour le PDL1. Mais c'est vrai que c'est très peu utilisé en France, on va dire ça comme ça. Après, il y a toujours des questions de dosimétrie, parce que du coup, c'est un isotope, donc, comme la durée de vie est de 3,3 jours, on va dire que le patient reste radioactif assez longtemps. Mais après, c'est toujours une question de dose qu'on injecte. Et en fait, on peut, nous, grâce justement à des différents ligands bien designés, diminuer largement la quantité de radioisotopes utilisés et être en fait dans des dosimétries acceptables. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce seront surtout pour l'utilisation de patients avec des cancers qui auront déjà eu la radiothérapie qui est bien plus dosant que les isotopes radioactifs. Mais voilà. Et donc, de ce que j'ai compris, le fragment d'anticorps, ça a un intérêt pour améliorer la performance, notamment au niveau hépatique. Oui, exactement. Vous attendez être plus discriminant à ce niveau-là. Et alors, par exemple, au niveau cérébral, on sait ça? Alors justement, avec l'IgG muté, ce qu'on espère, c'est que de pouvoir passer en fait la barrière, parce que du coup, le FcRn aurait un rôle de transport en fait au niveau de la barrière, et c'est ce qu'on essaye d'étudier à l'heure actuelle. Et en effet, justement, les premiers résultats, je ne les ai pas montrés, mais les premiers résultats au niveau de la barrière hémato-encéphalique dans des modèles murins, en effet, en modifiant, en induisant une mutation au niveau du FcRn, on avait beaucoup plus de passage de l'anticorps comparé avec l'anticorps entier non modifié comparé au FAB. Ok. Merci. J'étais étonné quand même que vous modélisiez avec 2 compartiments, même quand vous n'aviez pas le FcRn. Oui. C'est une petite remarque. C'est en effet sur ça on doit retravailler sur les résultats. J'ai remis un peu les premiers résultats préliminaires, mais en effet on doit retravailler sur les 2 compartiments pour les FcRn. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. On va accueillir le deuxième orateur. Bonjour à tous, je remercie donc les organisateurs de me permettre de présenter mon travail de thèse que j'ai réalisé à l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier sous la direction du Dr Pourquier et du Dr Bacci, où l'on s'est intéressé donc à l'implication de PXR, c'est le Pregnan X récepteur, dans la résistance aux inhibiteurs de kinase en cancérologie. Donc quelques mots d'introduction sur PXR. PXR, c'est donc le Pregnan X récepteur, c'est un récepteur nucléaire qui est fortement impliqué dans la régulation du métabolisme. C'est un régulateur majeur du métabolisme des molécules. Et lorsqu'il est activé par un agoniste, il se fixe sur ces éléments de réponse à l'ADN et il permet la transcription d'un grand nombre de gènes, dont les gènes d'IMET, c'est les Drug Metabolizing Enzyme and Transporter,
qui vont être impliqués dans l'influx des molécules. Donc on a par exemple les SLCO, les OCT, dans le métabolisme avec notamment CYP3A4, et dans les flux avec les ABC transporteurs, ABCB1, ABCG2. Son rôle dans la résistance tumorale, il a récemment été décrit dans le carcinome hépatocellulaire, où les auteurs ont montré que son activation dans des cellules HBG2 qui ont été greffées chez la souris permettait d'augmenter la taille des tumeurs lors d'un traitement par le sorafenib, donc taille qui est augmentée par rapport au contrôle où PXR n'avait pas été activé. Donc PXR est capable de participer à la résistance aux inhibiteurs de kinase dans les tumeurs, et nous avons choisi d'étudier ce rôle dans le cancer de la prostate, et plus particulièrement dans le cancer de la prostate résistant à la castration. Et pourquoi on a choisi ce stade ? Eh bien parce que entre 2004 et 2019, il y a eu 54 essais cliniques qui ont été réalisés dans ce cancer, avec 16 inhibiteurs de kinase différents, et notamment des études qui sont allées jusqu'en phase 3, par exemple pour l'erlotinib ou le dasatinib. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a toujours aucun inhibiteur de kinase qui possède une AMM dans ce stade du cancer de la prostate résistant à la castration. Et ce que l'on peut avancer comme hypothèse pour expliquer l'échec de ces inhibiteurs de kinase, c'est que ce sont des molécules qui sont fortement métabolisées ou transportées. Et donc, nous nous sommes posé la question, est-ce que PXR va pouvoir jouer un rôle dans cet échec ? Donc, est-ce que PXR peut jouer un rôle dans la réponse tumorale aux inhibiteurs de kinase dans ce cancer de la prostate résistant à la castration ? Alors, la première chose que l'on a voulu vérifier, c'est déjà, effectivement, est-ce que PXR est exprimé dans le cancer de la prostate résistant à la castration ? Pour cela, et grâce à une collaboration avec le docteur Fromont du CHU de Tours, on a réalisé une immunohistochimie sur 512 tissus de cancer de la prostate qui avaient différents stades. On avait 449 cancers localisés, 48 cancers de la prostate résistants à la castration et 15 métastases. Et on a montré non seulement que PXR était présent à tous les stades du cancer de la prostate, mais en plus que son expression elle était plus fréquemment détectée dans les stades avancés par rapport aux stades localisés. Également, pour la plupart des tissus, on a pu mettre en évidence une corrélation entre l'expression de PXR et de son gène cible majoritaire CYP3A4. Donc, fort de ces résultats, on a voulu s'intéresser à l'expression, enfin si l'expression de PXR dans le cancer de la prostate résistant à la castration pouvait modifier la réponse aux inhibiteurs de kinase. Et pour étudier cela, on a choisi de travailler avec des cellules 22RV1, c'est les cellules qui sont les plus proches cliniquement, physiologiquement du cancer de la prostate résistant à la castration. Donc, on leur a fait surexprimer PXR, donc on a obtenu 2 clones, le clone 15 et le clone 10, qui, vous le voyez ici, ont une expression de PXR au niveau protéique, et puis un clone contrôle qui ne l'exprime pas. On a également vérifié que le PXR que l'on avait transfecté était fonctionnel. Pour cela, on a regardé les niveaux d'ARN messager d'un de ces gènes cibles, ABCB1, et on a remarqué que quand le PXR était exprimé, on avait bien une augmentation de ces niveaux, donc le modèle est validé. Et il nous a permis de tester un panel de 13 inhibiteurs de kinase qui sont aujourd'hui approuvés en clinique, mais dans d'autres cancers. Et l'on a remarqué que l'expression de PXR modulait la réponse aux inhibiteurs de kinase de façon différente selon l'inhibiteur de kinase utilisé. Par exemple, on avait pour le dasatinib une plus grande résistance des cellules HPXR par rapport aux cellules contrôle, et puis pour le dabrafenib, l'erlotinib et l'afatinib, on avait une plus grande sensibilité des cellules qui exprimaient PXR. Et cet effet, il est particulièrement marqué avec l'afatinib, qui est de manière intéressante une molécule qui est peu métabolisée mais fortement transportée. Donc on a voulu vérifier le rôle de PXR, si PXR pouvait influer sur le transport de l'afatinib. Et en effet, pour cela, nous avons eu la chance d'utiliser la spectrométrie de masse, l'outil spectrométrie de masse, où donc on a traité un clone contrôle et les cellules HPXR par une dose constante d'afatinib, et on a mesuré les concentrations intracellulaires et extracellulaires de l'afatinib. Vous avez ici représenté les ratios des concentrations intra sur extracellulaires d'afatinib dans ces deux cellules, et l'on remarque à tous les temps de traitement et de manière systématique et statistique une augmentation de la concentration intracellulaire dans le clone HPXR par rapport au clone contrôle. Cela, on l'a également vérifié avec notre autre clone, et on remarque toujours cette augmentation d'environ 3 fois. Donc PXR va être lié à la sensibilité des 22RV1, et cette sensibilité, elle est fortement, très potentiellement due à l'accumulation intracellulaire d'afatinib. Donc on a cherché plus loin à essayer d'identifier un transporteur qui peut être responsable de cette accumulation.
Et pour cela, nous avons réalisé un screening d'une 50aine de gènes qui sont impliqués dans le transport des molécules, et on a regardé leur expression en réponse à la surexpression de PXR. Donc les résultats montrent qu'en effet, certains transporteurs ont bien une augmentation de leur expression quand PXR est surexprimé, mais cet effet il est particulièrement marqué pour le SLC16A1, où on voit une augmentation de son expression d'environ 2 à 3 fois dans les clones HPXR. Et de manière intéressante, on a également retrouvé cette augmentation d'expression au niveau protéique avec le même ordre de grandeur. SLC16A1, c'est un transporteur d'influx, c'est-à-dire qu'il va permettre aux molécules d'entrer dans les cellules. Et donc nous nous sommes posé la question d'essayer de démontrer son rôle fonctionnel dans l'accumulation intracellulaire d'afatinib. Et pour cela, on a eu la chance de travailler avec un inhibiteur pharmacologique spécifique de SLC16A1. Et donc, on a démontré qui s'appelle le BEI-8002. Et donc, quand on a démontré qu'en présence de cet inhibiteur, les cellules retrouver une certaine résistance à l'afatinib. Elle est certes partielle, mais elle existe, et pour les deux types de cellules, les deux clonages PXR. Et en contrôle, par contre, le clone contrôle ne voyait pas sa croissance modifiée en présence de BEI-8002. Et en plus, l'utilisation du BEI-8002 a permis de réduire l'accumulation intracellulaire d'afatinib dans nos clonages PXR. Et là, pareil, dans le clone contrôle, aucune réduction significative n'a été montrée. Ces résultats, ils sont innovants. Ils montrent pour la première fois le rôle de SLC16A1 dans la réponse au 22RV1 à l'afatinib et dans le transport à l'afatinib. Donc, il suggère en plus que SLC16A1 pourrait être un gène cible de PXR. Et donc, pour démontrer cela, nous avons identifié 2 motifs de liaison potentielle à l'ADN de PXR sur le promoteur de SLC16A1. C'est donc PXRBS1 et PXRBS2. Et on a réalisé une immunoprécipitation de la chromatine et on a montré qu'en présence de SR12813, c'est un agoniste référence de PXR, on avait une augmentation de la liaison de PXR au motif PXRBS1. À titre de contrôle, on a également réalisé cette expérience sur un site de liaison connu de PXR sur le promoteur de CYP3A4 et on a également observé cette liaison. Cependant, cette augmentation de la liaison de PXR au promoteur de SLC16A1, elle ne s'est pas accompagnée d'une augmentation significative des taux d'ARN messager de SLC16A1. Mais on peut totalement l'expliquer puisqu'en fait, on a transfecté PXR dans des cellules, on l'a fait surexprimer, et donc cette surexpression, elle est peut-être tellement déjà forte que l'ajout d'un agoniste ne va pas permettre d'augmenter encore plus l'expression du SLC16A1. Et puis, pour se rassurer, on l'a quand même vérifié sur un modèle plus physiologique, sur des hépatocytes humains, et on a montré que lorsqu'on traitait ces hépatocytes par du dabrafénib ou de la rifampicine, qui sont des agonistes de PXR, on avait bien cette augmentation d'expression de SLC16A1. Donc pour conclure, l'ensemble de ces résultats, ils font partie d'un papier qui a été soumis et accepté récemment dans Cancers, où l'on a démontré donc que l'expression de PXR était plus fréquemment détectée dans les stades avancés du cancer de la prostate, que cette expression était liée à une différence de sensibilité aux inhibiteurs de kinase, et notamment pour l'exemple qu'on a développé dans ce cancer, pour l'afatinib, donc il avait une accumulation intracellulaire qui était liée à l'expression de SLC16A1. L'ensemble de ces résultats souligne de plus que PXR est un biomarqueur potentiel de la réponse aux inhibiteurs de kinase. Alors peut-être pas à tous les inhibiteurs de kinase, mais au moins à ceux qui vont être métabolisés ou transportés par PXR. Et c'est très innovant car ce serait la première fois que PXR pourrait être présenté comme étant un nouveau moyen de sélection des patients. On pourrait très bien imaginer qu'on sélectionnerait les patients selon leur expression de PXR et afin de leur administrer l'inhibiteur de kinase auquel ils sont susceptibles de répondre. Ces résultats expliquent notamment aussi l'échec des inhibiteurs de kinase dans les cancers testés. Et puis, je vais m'arrêter là, mais pour aller un peu plus loin avec ce qui a été présenté hier, notamment dans les combinaisons d'inhibiteurs de kinase dans le mélanome, nous, on a démontré que le dabrafénib était un agoniste de PXR. Et donc, nous avons commencé un nouveau travail sur le rôle de PXR dans les combinaisons d'inhibiteurs de kinase, et notamment donc dans le mélanome avec les inhibiteurs de BRAF et de MEK. Je vous remercie pour votre attention.
très intéressant. C'est intéressant de voir aussi que vous avez une conclusion qui est l'opposé de votre hypothèse initiale, mais peu importe. Moi, une question en amont pour un peu mieux comprendre les conséquences d'une surexpression de ce PXR. On a des ligands endogènes de cette protéine qui expliquerait qu'il suffit de la surexprimer pour voir des différences de fonction des transporteurs, parce que moi j'avais plus en tête que c'était très dépendant de la présence ou pas de composés xénobiotiques, mais bon, peut-être qu'il me manque plein d'informations. Alors, si j'ai bien compris, en effet, il y a des xénobiotiques qui activent PXR, ça on le connaît. Ça c'est pas ma question, mais d'un point de vue endogène, est-ce qu'il y a des molécules endogènes qui fait qu'il suffirait d'avoir une surexpression de PXR pour que réellement il y ait des modifications de fonction des protéines en aval? Oui, il y a des molécules endogènes. Là, comme ça, il y a des vitamines, par exemple, qui sont capables d'activer PXR, ça c'est sûr. Et donc oui, voilà. Mais ce qui est surtout particulièrement intéressant, c'est qu'au final, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de médicaments qui sont décrits comme étant des agonistes de PXR. Et c'est là que c'est intéressant de travailler, parce que, notamment dans les combinaisons, on va pouvoir démontrer des choses ou expliquer des résistances qu'on ne connaissait pas. Et notamment pour les inhibiteurs de kinase qui ne fonctionnent pas du tout dans plein de cancers, alors qu'on a les kinases qui sont effectivement dérégulées. Il y a un rôle là-dedans. D'Alice, en fait, PXR, c'est un récepteur poubelle. Hein. Il y a vraiment une poche de liaison qui est très très large. Et les premiers ligands connus, P, c'est Pregnan, hein. C'est des stéroïdes progestatifs, etc. Donc il y a effectivement pas mal de ligands endogènes, en fait. Sur le transporteur que vous avez identifié, est-ce que vous avez des informations sur le rôle qu'il pourrait jouer pour d'autres inhibiteurs de kinase ? Oui, alors pour l'instant, il est très peu décrit au niveau des inhibiteurs de kinase. J'ai pas trouvé, dans tous les inhibiteurs de kinase que j'ai regardés, il n'était pas décrit. Il est décrit pour d'autres molécules qui sont utilisées dans la leucémie aiguë myéloïde. Mais non, pour les inhibiteurs de kinase, vous n'avez pas testé, vous n'avez pas regardé un panel d'inhibiteurs de tyrosine kinase? On n'a pas pu tout faire, parce qu'en fait, ce qui va nous manquer... Alors, on pourrait le faire sans regarder en spectrométrie de masse, mais c'est quand même intéressant avant de savoir si, effectivement, on a une différence d'accumulation ou pas. Et c'est ça qui nous permet après de chercher, d'essayer de se focaliser plutôt sur des transporteurs d'influx ou transporteurs d'efflux. Donc c'est mieux d'avoir déjà la notion par spectrométrie de masse. Et de toute façon, vraiment, il n'a jamais été décrit pour des inhibiteurs de kinase. Je ne l'ai jamais vu. On sait que PXR, c'est la cible majeure du plus grand inducteur synétique de tous les temps, qui est la rifampicine, 3 à 4. Et PGP principalement. Le deuxième, c'est l'enzalutamide, vous me voyez venir. Oui. Est-ce que vous avez regardé les liaisons d'enzalutamide avec PXR? On a regardé, oui. Alors, c'était pas mon travail, mais oui, ça a été fait. Et j'ai pas souvenir qu'il était agoniste de PXR. Non.